Le 7 janvier 1948, le capitaine Thomas Mantle de la Garde nationale aérienne du Kentucky a été invité par le sergent Blackwell, opérateur de la tour, à changer de cap pour enquêter sur une apparition inhabituelle dans le ciel. Peu après, le Mustang du capitaine Mantle est parti en vrille et s'est écrasé, tuant son pilote. La mort allait susciter des rumeurs nationales sur son accident et la raison du crash de son avion. Avait-il été abattu? Étaient-ce les Russes? Quelle était la vision inhabituelle qu'il était en train d'enquêter? Pour me suivre sur les réseaux sociaux, retrouvez-moi sur Twitter à Piqued Interest, Interest avec un an, ou sur Patreon à patreon.com/thatmovieshow. Merci de liker et de vous abonner, ce serait super utile. À l'aérodrome militaire Godman à Fort Knox, la police autoroutière a signalé un objet inhabituel près de Madisonville. L'objet a été décrit comme circulaire, mesurant un peu moins de 100 mètres de diamètre. À 13h15, le sergent Quentin Blackwell a lu les rapports et a vérifié auprès du service des vols de l'armée s'il y avait des avions expérimentaux effectuant des vols d'essai dans la région. Le capitaine Hooper des opérations d'essai en vol a répondu en disant « Nous n'avons aucun avion expérimental dans cette zone. Cependant, un B-29 et un A-6 sont déjà en mission photo dans cette zone. Blackwell a alors scruté le ciel pour localiser l'objet. Peu après, il l'a trouvé juste au sud de l'aérodrome de Godman et a contacté la tour de contrôle pour demander une vérification de l'objet afin d'écarter toute erreur humaine ou de matériel de son côté. Le soldat Stanley Olivier a repéré l'objet mais l'a d'abord ignoré, pensant l'avoir imaginé. Blackwell lui a ordonné de regarder à nouveau et Olivier a vérifié une seconde fois et pour la deuxième fois, il l'a vu. Il a vu l'objet et l'a confirmé à Blackwell. Toujours insatisfait, Blackwell a demandé au lieutenant Horner et au capitaine Carter de venir à la tour pour vérifier l'observation. Dans la déclaration officielle du capitaine Carter, il déclare que le lieutenant Horner a indiqué l'objet au sud-ouest, qui était facilement visible à l'œil nu. L'objet semblait rond et blanc, plus blanc que les nuages qui passaient devant lui. Le capitaine Carter a alors appelé le colonel X à la tour pour l'observer également. Comme le capitaine Carter, il le décrit comme rond, blanc et visible à l'œil nu. Avec des jumelles Issan, il voyait que l'objet avait une lueur rouge à la base, parfois au sommet. L'objet est resté immobile dans le ciel environ 1h30 avant de disparaître derrière les nuages. Bien que chaque agent ait décrit le même objet rond de taille identique, certains témoignages offraient des détails légèrement différents. Le propriétaire locataire l'a décrit comme un petit objet blanc immobile. Il ne savait pas si l'objet émettait sa propre lumière ou reflétait celle du soleil. À travers des jumelles, il l'a décrit comme ressemblant à un parachute, avec le soleil brillant sur le dessus de la soie et une lumière rouge autour de la partie inférieure. Déconcerté, le sergent Blackwell a demandé à des avions P-51 de la région d'enquêter. Un avion a continué vers sa destination. Les 3 autres ont été envoyés vers l'objet. Thomas Mantle était capitaine dans l'États-Unis Air Force. Au moment de sa mort, il avait 25 ans. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il participa à l'opération Market Garden pour prendre des ponts stratégiques en Allemagne avec un soutien aérien. Alors qu'il survolait les Pays-Bas en remorquant un planeur Vital, il a été touché par de violents tirs anti-aériens détruisant presque tous ses contrôles, rendant quasi impossible tout changement de direction ou d'altitude.
Au lieu de larguer le planeur pour alléger l'avion et reprendre le contrôle, il a poursuivi sa mission, largué le planeur sur Mantle, puis est retourné à la base et a réussi à atterrir. Les ingénieurs ont ensuite déclaré que l'avion que Mantle avait piloté était trop endommagé pour voler. Pour cela, Mantle a reçu la Distinguished Flying Cross pour ses actes héroïques de bravoure. Thomas Mantle était un pilote courageux et exceptionnel. Le vol a rejoint la dernière position connue de l'objet en montant régulièrement. Le chef de vol Thomas Mantle a indiqué avoir repéré l'objet devant et au-dessus, précisant qu'il montait toujours vers lui. Un ailier a demandé « Mais qu'est-ce qu'on cherche ?» Ce qui montre clairement que les autres pilotes n'avaient pas encore localisé l'objet. À 15 000 pieds, Mantle a indiqué que l'objet était devant et au-dessus de lui, avançant à moitié de sa vitesse, environ 180 miles à l'heure. Il l'a décrit comme métallique et énorme. Ses ailiers ont signalé à 15 000 pieds qu'il se mettait à niveau, tandis que Mantle poursuivait l'objet, tentant de s'en approcher pour l'observer, annonçant qu'il monterait à 20 000 pieds et abandonnerait si la distance persistait. Peu de temps après, ils ont perdu le contact radio avec le capitaine Mantle. L'ailier de Mantle est alors retourné à la base aérienne de Godman. Au retour, le pilote NG-800 a signalé avoir vu ce qui ressemblait au reflet du soleil sur la verrière d'un avion. Peu après sa déclaration, NG-800 a atterri, ravitaillé puis redécollé pour chercher l'objet et le capitaine Mantle. Il a cherché à 100 miles au sud de la position de l'objet. Et il s'est monté à 33 000 pieds, mais n'a pas retrouvé l'objet. Peu de temps après, l'avion du capitaine Mantle a été retrouvé écrasé sur une ferme à la frontière du Kentucky et du Tennessee. Les pompiers ont sorti le corps de Mantle des décombres. Sa montre s'était arrêtée à 15h18 l'heure du crash. À 19h25, l'opérateur Radio Very High Frequency Albert Pickering a vu l'objet près de Lockbourne en soirée. Cette fois, l'objet a changé, tant dans sa description que dans son comportement. Selon Pickering, l'objet était toujours rond ou ovale et plus grand qu'un avion militaire C-47. Cependant, il ne décrit pas l'objet comme blanc, mais comme ambre, avec une traînée d'échappement de même couleur, 5 fois plus grande que l'objet. Contrairement au récit précédent, l'objet ne restait pas immobile. Pickering rapporte que l'objet a effectué 3 rotations sur place, puis s'est déplacé rapidement ailleurs pour répéter l'opération. Ensuite, il est descendu jusqu'au sol, semblant toucher le sol, avant de s'élever brusquement dans le ciel à plus de 500 miles à l'heure, dans un silence total. Les enquêteurs ont conclu que Mantle avait sans doute perdu connaissance à cause de l'hypoxie en altitude, faute de masque à oxygène fonctionnel. La première explication avancée par l'armée de l'air était que Mantle avait poursuivi Vénus dans le ciel, pensant qu'il s'agissait d'un objet volant, non identifié. Cela était principalement dû au fait que, quelques semaines plus tôt, l'armée de l'air avait en réalité poursuivi Vénus par accident, et cet incident présentait de nombreuses similitudes avec celui-ci. Un scientifique appelé Dr. Hynek avait initialement proposé l'hypothèse de Vénus, en raison du fait que Vénus se trouvait à la même position que lors de la poursuite précédente. Mais il a ensuite reconnu son erreur, expliquant que Vénus n'aurait été qu'un point lumineux, bien plus petit que l'objet observé. Il a aussi affirmé que Vénus n'aurait pas été visible car pas assez brillante alors. Le Dr. Hynek a révisé son hypothèse, écartant Vénus, et a estimé que le ballon Skyhook expliquait probablement l'objet étrange. Skyhook était un projet de ballon météorologique de la marine américaine qui, à l'époque, était classé secret, et donc aucune des personnes impliquées dans l'incident n'en aurait eu connaissance. Skyhook atteignait 100 000 pieds, permettant aux avions de croiser sa trajectoire. Sa couleur métallique reflétait la lumière et sa forme variait avec l'altitude selon les gaz contenus dans le ballon. À basse altitude, il avait une forme de goutte d'eau, et à haute altitude, il devenait ovale à cause de la dilatation des gaz. Cela en faisait un candidat probable et expliquait la rencontre de Mantle.
Selon l'historien Curtis Peebles, 2 observateurs à Madisonville et à l'université Vanderbilt avaient vu l'objet au télescope et l'avaient identifié presque sûrement comme un ballon avec une nacelle. Un observateur à l'université Vanderbilt l'a décrit comme une goutte d'eau avec câble et nacelle. Cependant, ni les États-Unis Air Force ni la Navy n'ont enregistré de lancement de Skyhook dans cette région à cette date. De plus, bien que les ballons aient en mesuré 30 mètres de diamètre, ils n'atteigniront pas 100 mètres, une telle différence étant difficile à confondre. Le vrai problème avec l'hypothèse du ballon, c'est le témoignage d'Albert Pickering. Absolument rien dans le témoignage de Pickering ne pouvait être attribué à un ballon. Le comportement et l'apparence vont à l'encontre de l'histoire d'un ballon météorologique. Son témoignage s'est déroulé le soir, contrairement aux autres en journée, ce qui peut expliquer des changements de couleur dus à la lumière. Personnellement, je pense que l'hypothèse du ballon est la plus adaptée et la plus probable. Bien que le diamètre soit plus petit, il est possible que Mantle et d'autres aient donc mal évalué la taille en raison de l'absence d'un arrière-plan pour comparer la taille. La forme du ballon, son aspect comme réfléchissant et sa capacité à changer de forme avec l'altitude correspondent aussi. J'ai trouvé intéressant que le lieutenant Warner dise que cela ressemblait à un ballon et qu'il aurait été curieux de voir leur avis s'ils connaissaient les ballons météorologiques Skyhook. Le fait que ce soit un ballon expliquerait aussi comment et pourquoi il a semblé planer pendant 1h30. Il montait si lentement que cela aurait été imperceptible de loin. Les propos du capitaine Mantle sur la vitesse de l'objet pourraient sembler exclure un ballon sonde. Je pense que nous pouvons attribuer cela au manque de points de référence pour le mouvement relatif. Si le capitaine Mantle poursuit un ballon droit vers le ciel comme il l'a rapporté, il lui serait très difficile de savoir à quelle distance se trouve l'objet, et donc il ne pourrait pas déterminer à quelle vitesse il se déplace. S'il a mal évalué la taille de l'objet, alors il aurait aussi mal évalué sa distance par rapport à lui, ce qui l'aurait également amené à se tromper sur sa vitesse en fonction de la rapidité avec laquelle l'objet s'est rapproché. Les illusions d'optique sont à la fois courantes et convaincantes en aviation. Si l'objet était un projet de ballon classifié, cela expliquerait également la nécessité de dissimuler l'incident. C'est ce que ferait l'armée avec tout projet classifié. Ce qui m'a paru étrange, c'est qu'aucun membre du personnel de l'armée de l'air impliqué n'a mentionné avoir vu l'objet au radar. Ont-ils vérifié les rapports et les transcriptions ? Il n'a jamais été mentionné qu'ils avaient consulté le radar pour voir si l'objet était là ou non, et le radar était largement utilisé à cette époque. Le protocole militaire veut qu'on confirme visuellement sur le radar les objets de repérés, et au moins une personne a évoqué un ballon, alors pourquoi ne pas vérifier le radar ? Il y a aussi le détail du témoignage de Pickering. Son témoignage diffère radicalement des autres, créant une incohérence. Cela ne veut pas dire que je le rejette, c'est juste que les autres témoignages disent de tout la même chose au même moment, ce qui les rend plus fiables puisqu'ils se confirment mutuellement. Comme Pickering a vu l'objet dans une lumière plus faible, il est possible que cela ait influencé ce qu'il a vu. Mais je vais admettre que c'est vraiment étrange et que je ne peux l'expliquer par rien de rationnel. Même aujourd'hui, nous n'avons aucun appareil capable de se déplacer en silence, sans parler de ceux qui peuvent accélérer instantanément vers le haut. Donc s'il a vraiment vu ce qu'il dit avoir vu, ce n'est certainement pas explicable par quoi que ce soit de connu. Voilà mon avis, tu es d'accord ? Le capitaine Mantle a-t-il poursuivi un objet volant non identifié ou juste un ballon sonde ? Faites-le moi savoir dans les commentaires.